18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On s'est intéressé à la droite dans tous ses états. On va s'intéresser à la gauche qui est beaucoup plus ordonnée, qui est beaucoup plus organisée, qui est en train de négocier toutes les circonscriptions, qui pour les filles, qui pour les socialistes, qui pour les Verts, qui pour les communistes. Marie-Victoire Dieudonné est avec Sacha Robin au siège du Parti communiste à Paris où se déroulent les tractations. Ça va durer toute la nuit encore, c'est ça Marie-Victoire ? Et oui, exactement. Pour ces négociations, Laurence, les feux sont en train de passer au vert. Ce sont les mots qu'a employé la patronne des écologistes entre deux tractations ici au QG du Parti communiste. Alors, le Front populaire a déjà acté un premier accord, la répartition des circonscriptions. LFI va conserver le plus gros contingent avec environ 230 candidatures. C'est 100 de moins qu'aux législatives de 2022. Le PS, lui, va capitalise sur son bon score aux européennes avec 175 candidatures. On est donc loin des 70 de 2022. Europe Écologie Les Verts en a 92 et puis le Parti communiste français 50. Alors les chefs des gauches s'étaient déjà mis d'accord pour présenter un candidat unique pour chacune des circonscriptions, mais les feux ne sont néanmoins pas encore tous au vert puisque les patrons de la gauche sont réunis ici depuis ce matin et ils devraient y rester pendant une bonne partie de la nuit. En tout cas, c'est ce qui est dit ici. Il n'y aura pas de déclaration ce soir. Les objectifs, déjà se mettre d'accord sur un programme commun et puis ensuite choisir les candidats circonscription par circonscription. Et puis il reste une dernière question. Quelle tête, quelle figure de proue pour cette nouvelle alliance ? Jean-Luc Mélenchon semble trop clivant. Raphaël Glucksmann ne souhaite pas se présenter. Il a néanmoins suggéré le nom de Laurent Berger, fer de lance du mouvement contre la réforme des retraites. Quoi qu'il en soit, Laurence, le compte à rebours est lancé puisque les dépôts de candidatures ferment ce dimanche à 18h. Merci Marie-Victoire Dieudonné avec Sacha Robin. Effectivement, Julien Drey, là ça manœuvre habilement là pour le coup, hein, à l'ombre des tractations de la gauche. Généreuse, hein. mais bon. En tout cas, il y a un résultat qui est moins spectaculaire, mais qui va être efficace. Non, oui. Bon, de toute manière, il faut savoir une chose, sans dévoyer des secrets. Le problème était très difficile pour le Parti socialiste dimanche soir, parce que nous avons découvert qu'il y avait un accord déjà entre les Verts et la France insoumise. C'est-à-dire que la tentation qui était quand même la nôtre, beaucoup de socialistes, je ne dis pas forcément de la direction du Parti socialiste, mais en tous les cas de Raphaël Glucksmann, on le voyait bien, c'est d'essayer de faire un pôle qui se sépare de LFI, était compliqué par ce jeu trouble de ce parti qui ne représente plus de 5,2%. C'est-à-dire bientôt le parti animaliste sera devant lui. Je vous rappelle qu'ils sont déjà à 2,3%, mais ça compliquait les choses. Voilà, pour les socialistes, il faut être honnête, et pour la direction du Parti socialiste. Voilà, donc ils ont transigé, puis ils se sont dit allez, on s'allie avec la France insoumise. Non, alors il y a une deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait des lignes rouges qui avaient été fixées, et qu'à notre grande surprise, et je crois, c'est que la France insoumise, l'idéologie ne les intéressait plus. C'est-à-dire, on aurait pu leur dire, vous voyez, il pleut, alors qu'il faisait beau, ils auraient dit, ah oui, il pleut. Parce qu'ils avaient compris qu'il fallait passer par la phase où ils se mettaient en retrait et qu'ils avaient peur de se faire marginaliser. L'image la plus importante, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, dimanche soir, à 22h30. C'était un nouveau Jean-Luc Mélenchon, celui-là je le connais aussi. C'était un Jean-Luc Mélenchon professoral, calme. Rima Hassan avait disparu de la photo, ce n'était pas un hasard, alors qu'à 20h, elle était là, triomphante. Donc Jean-Luc Mélenchon a compris qu'il pouvait être le grand dindon de cette histoire. Donc il se met en retrait, ça ne veut pas dire qu'il disparaît. Non. Donc la question qui va être posée pour la gauche, elle est simple, c'est d'essayer de maintenir un minimum de cohérence. Et maintenant, la vraie question, c'est comment le Parti socialiste se reconstruit et devient hégémonique à gauche. Alors, hégémonique, ok. Tatiana Renard-Barzac. Oui, je le dis clairement. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que Raphaël Glucksmann, en effet, a mangé quand même son chapeau en découvrant qu'il y avait un accord fait par Olivier Faure avec la LFI, évidemment, puisque l'idée, c'était plutôt de demander aux écolos, justement, de trancher accord avec le PS ou accord avec la France insoumise. Donc ça a quand même été un gros coup dur pour lui, et quand même presque en direct, hein, parce qu'au même moment, il faisait agiter, au même moment, on voyait Olivier Faure qui arrivait au cadre, au siège des écolos. Deuxième chose, il y a en effet la question programmatique. Alors c'est vrai qu'il y a depuis longtemps déjà en fait un programme commun, même s'il y a eu des grosses divergences de vues. Je pense notamment au conflit israélo-palestinien, et pas que. Mais cela dit, il y a aussi la question des circonscriptions. Et là, c'est quand même aussi un peu touchy. C'est-à-dire que je pense que l'accord, il aboutira pas ce soir, il aboutira plutôt demain soir. Parce qu'on s'est mis d'accord sur le nombre de circonscriptions, donc 100 sont passés de LFI au PS. Mais après, il y a aussi lesquels sont gagnables ou pas. Et ça, c'est quand même une autre problématique. Est-ce qu'il est acceptable ou pas ? Et c'est ce qui est le plus important. Même si celles qui ne sont pas gagnables, au final, c'est quand même des subventions. Donc, à la fois
Bon, pas trop grave, mais bon, moins embêtant. Et puis après, on regarde au cas par cas. C'est ce que je vous disais. Il y a par exemple le cas Paris, qui est un cas assez épineux, parce que j'ai cru comprendre qu'Anne Hidalgo souhaitait récupérer justement les circonscriptions qui étaient tombées du côté de LFI pour les remettre du côté du PS. On écoute juste Rachida Dati, qui était notre invitée ce matin. Elle dénonce l'opportunisme de cette alliance de la gauche, qui revient pour elle à s'asseoir sur l'antisémitisme de la France insoumise. Écoutez-la. Cette alliance de gauche se fait sur le dos d'une partie de nos compatriotes. Ils veulent sauver des sièges sur le dos d'une partie de nos compatriotes, notamment soit sur l'antisémitisme, soit sur le communautarisme que ces formations politiques encouragent. Le communautarisme qui conduit au séparatisme, évidemment, c'est pas qu'ils fracturent le pays, ils ont fait exploser des territoires entiers. Je ne souhaite pas que mon pays se communautarise ou deviennent un pays antisémite. Voilà. Et donc là, il faut prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces formations de gauche. J'entendais certains responsables de gauche qui disaient « nous avons des désaccords, nous pouvons les dépasser ». L'antisémitisme, c'est pas un désaccord, c'est un délit. Le communautarisme, le séparatisme, c'est pas un désaccord, c'est un délit. Et voilà pour Rachida Dati qui tape là où ça fait mal, Catherine. Oui, enfin. Excusez-moi. Ah, pardon. Je passe la parole à Catherine. Non, Catherine. Non, avant moi, non. Et après, moi, Julien. je veux dire, moi, j'imagine que sa situation, elle doit être un petit peu elle-même perturbée par cette décision qu'elle n'attendait pas. Pour la dissolution, oui. Voilà, et qui change. Oui, mais là, quand elle parle de l'antisémitisme... oui, non, mais elle a raison. Elle a raison. Là où ça fait mal. Elle a raison. Julien. Non, je dirais juste sur le communautarisme, franchement, avec le bilan d'Emmanuel Macron, on ne vient pas la ramener. Ouais. Parce que j'ai pas l'impression que à l'école, sur la question du voile, sur toutes ces questions-là, sur les questions internationales, ça se discute aussi, parce que moi, j'ai toujours pas bien compris quelle était la position de la France dans le conflit actuel. Donc je trouve qu'elle la ramène un peu trop vite. Mais ça, c'est normal, c'est son caractère, elle a compris que la meilleure défense, c'est l'attaque. Après, je pense effectivement qu'elle est perturbée, parce que les résultats sur Paris sont très inquiétants pour elle, puisque c'est vrai que les socialistes à Paris, grâce à Raphaël Glucksmann, arrivent les premiers, et de manière nette. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Anne Hidalgo a raison de son point de vue de dire maintenant, je clarifie les choses. Voilà. Et je pense que connaissant Anne Hidalgo, elle a des qualités et des défauts, mais elle a cette qualité, c'est quand elle a dit quelque chose, elle le fait. Bon, sauf se baigner dans la Seine. Julien Drey, ça vous dérange pas, par exemple, que cette alliance se fasse aussi avec le NPA ? Alors, le NPA, pour l'instant, il n'y sera pas. Moi, d'après mes informations, il n'y sera pas. C'est la France insoumise qui essaie, comme d'habitude, de le ramener. Mais eux, ils vont faire du trotskisme traditionnel, c'est-à-dire qu'ils vont être pointilleux sur le programme. Et je pense qu'ils vont avoir du mal sur un certain nombre de choses. Maintenant, il va y avoir, vous avez raison, il va y avoir des tensions énormes, circonscription par circonscription. Je pense qu'il y aura beaucoup de dissidences, notamment face à un certain nombre de candidats France insoumise, dont d'ailleurs hier au Conseil national, nombre d'intervenants du Conseil parti ont dit, il y en a quelques-uns, c'est impossible. Lesquels ? Je pense par exemple, Lesquels, Julien Drey ? Je peux citer pour vous, Julien ? Oui, allez-y, David Guiraud. Je pense par exemple à un nom qui est décidé lors de la conférence de presse, par exemple Jérôme Gage, quid ? Alors Jérôme, si vous voulez... Ah oui, mais alors là, si on a les cas personnels, là, je ne suis pas sûr que ça passionne nos chers spectateurs et auditeurs. C'est pas alors Jean-Sébastien Ferjou. Je crois qu'il y a quelque chose qui a changé, qui a profondément... Je crois que dans ce que disait Rachida Dati, au-delà de l'intérêt qu'elle peut avoir à le dire ou pas à ce moment-là, et de l'habileté politique que ça représente, il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que la prétention morale de la gauche, cette intimidation, son pouvoir d'intimidation idéologique a volé en éclat, tout simplement parce que tout le monde a en mémoire les dérives, les ambiguïtés de toute une partie, pas seulement chez les Insoumis d'ailleurs. On se souvient de Marine Tondelier invitant Médine aux universités d'été et voulant lui expliquer ce qu'était l'antisémitisme, comme si d'ailleurs il était complètement idiot et qu'elle était la maîtresse d'école. Enfin bref, tout ça, les gens de droite l'ont vu. Donc ça ne fonctionnera plus, et on le voit bien avec de l'autre côté l'accord entre le Rassemblement national et Éric Ciotti, avec ou sans LR, on verra bien, mais ça veut dire que cette intimidation idéologique-là, qui a quand même été l'arme fatale de la gauche depuis 40 ans, cette arme fatale-là, elle n'existe plus, parce que la gauche, en tout cas une partie de la gauche, s'est déconsidérée. Moi je veux bien que vous nous disiez que le NPA, il n'y sera pas, enfin le simple fait d'en discuter est déjà insoutenable. Ces gens sont poursuivis pour apologie du terrorisme. Le 7 octobre, ils ont expliqué qu'il fallait soutenir les Palestiniens dans les moyens de résistance qu'ils se choisissaient. Vous évoquiez David Guiraud, mais on peut parler de Rima Hassan sur les propos qu'elle a tenus sur Israël, même quand Jean-Luc Mélenchon dit que l'antisémitisme est résiduel en France. Enfin, pardon, la gauche a quand même beaucoup d'estomac pour avaler des couleuvres, et en plus oser appeler ça, comme l'a souligné Emmanuel Macron ce matin, Front populaire, ça doit faire se retourner dans sa tombe Léon Blum, qui quand même était sioniste. Alors, on va l'écouter, Emmanuel Macron sur Léon Blum, ce matin à conférence de presse. De l'autre côté, moi je connais des députés socialistes, sociodémocrates qui se sont exprimés.
je vois M. Gage ou d'autres, ils n'ont rien à faire avec LFI. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Je me mets à leur place. Et donc, c'est le même dialogue qui doit être engagé avec peut-être des gens du Parti communiste, des Verts, du Parti socialiste, qui ne peuvent pas se retrouver dans cette alliance qui n'est même pas baroque, qui est indécente. Et je le dis parce que moi, j'ai eu une pensée ces 24 dernières heures pour Léon Blum. Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Et donc à des gens qui ont assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. C'est pas ça le Front populaire. Ça a un sens dans notre histoire, ça a un rôle, ça a une dignité, c'est pas ça. Voilà pour Emmanuel Macron. Catherine Ney, qu'est-ce qu'il cherche à faire Emmanuel Macron là, pour vous? Écoutez, moi je pense qu'il a inventé ce matin une logique illogique. Parce que il a dit, d'ailleurs je le cite, les Français, il a compris, ils ont voté, ils ont dit leur inquiétude sur l'immigration, le pouvoir d'achat, de ne pas être écoutés et qu'il n'y ait pas assez de services publics. Donc, sa conclusion, il faut leur apporter une réponse démocratique. C'est pour ça que j'ai dissous l'Assemblée. Comme si le fait de dissoudre allait apporter un accord et qu'il allait retrouver les pleins pouvoirs en réunissant tous les démocrates voulaient se donner la main, c'est-à-dire des gens à gauche, évidemment, dans son propre camp, y compris chez les LR, pour refaire une majorité. Il parlait comme s'il était à l'aube d'un nouveau quinquennat. Il avait l'air de faire une campagne qu'il n'a pas faite pour la présidentielle, en 2022, pour annoncer un programme. Et alors qu'il n'avait pas dit un mot pour les législatives, voilà qu'il parle maintenant, je veux dire, alors qu'il est au milieu du mandat. Et moi, je l'ai trouvé absolument brillant, parce que là, il a un verbe, on se dit, mais comment ? Et on est troublé, parce qu'on se dit, il a une telle assurance, en disant, évidemment, je suis optimiste, indécrottable, mais on dit, est-ce qu'il y croit vraiment ? Et alors, s'il y croit vraiment, on se dit quand même, il est hors sol, quoi. D'accord. Ouais. Geoffroy Lejeune, vous partagez cet avis de Catherine Ney ? Moi, j'ai l'impression d'avoir assisté en direct à une abdication. C'est-à-dire, j'entendais dans l'entourage présidentiel que Emmanuel Macron voulait sculpter sa statue pour la suite de son mandat, penser à la postérité, peut-être même à un poste européen, etc. Donc, il se débarrasse un peu du pouvoir, il donne les clés à on ne sait pas qui. Et alors, pour revenir sur la question du Front populaire et de cette alliance à gauche, moi, honnêtement, j'admire et j'envie la gauche de ce pays, parce qu'elle est... C'est ironique ou pas, je crois ? Pas du tout. D'accord. C'est pas du tout ironique. En fait, elle est marginalisée dans les esprits. C'est-à-dire que les idées de gauche aujourd'hui sont minoritaires. Pardon, Julien. J'en étais sûr, il allait faire sa moue. Elle est ultra minoritaire. 75% des Français sont alignés sur des idées plutôt de droite, sur à peu près tous les sujets. Je ne convaincrai pas Julien aujourd'hui. Allez-y. Mais malheureusement, c'est ce que disent les enquêtes d'opinion. Elle est marginalisée électoralement. Elle pèse 25% du corps électoral, ce qui est déjà encore beaucoup. Et elle est divisée. Elle s'insulte du matin au soir. Et en plus, maintenant, elle a ce que disait Jean-Sébastien tout à l'heure, c'est-à-dire ce discrédit moral sur la question, notamment depuis le 7 octobre. Et aussi sur la question de la bordélisation du pays, de la vie parlementaire depuis 2022. Ça fait beaucoup. Et malgré ça, elle se reconstitue en une nuit. Elle réussit à s'unir. Elle peut même envisager peut-être de gouverner ce pays alors qu'elle ne pèse Gouverner le rien. pays ? Mais honnêtement, comme pardon. vous y allez. Ah mais non, c'est pas que j'y vais, c'est qu'en fait, regardez, la NUPES en 2022, on ne l'a pas vu venir. Et en fait, la dynamique d'union enclenchée par Jean-Luc Mélenchon, qui a eu ce slogan « Élisez-moi Premier ministre », a donné un nombre de députés très très important. Aujourd'hui, vous pouvez, dans ce mode de scrutin, vous pouvez réussir quelque chose, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, même si vous n'êtes pas majoritaire. Et j'ai envie juste de dire à Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, tous les gens de Reconquête, etc., regardez-les, faites pareil. Bon, Julien Drey, allez, un petit mot avant le journal. Bon, on va avoir un Mais en débat. négociant pour de vrai. Il va y avoir un débat qui continue depuis des années entre... Bon, sur l'état de la France, je ne suis pas convaincu que ce soit aussi simple que ça. Si on écoute Julien, la gauche est hégémonique dans les Non, orpées. pas du tout. Allez-y, répondez, Non, au contraire, Julien. vous avez mal lu. Vous n'avez pas lu mon interview dans le Figaro ce matin. Bon, c'est dommage, parce qu'il faut lire vos concurrents aussi. J'explique justement que si la gauche pense qu'elle ne peut gagner, qu'elle se replie sur les questions sociales, elle se trompe. Le vote de dimanche, ce n'est pas un vote sur les questions sociales. C'est sur les questions régaliennes que la crise se passe. C'est-à-dire la gauche est que absente. Sécurité, immigration. ça veut dire qu'il faut être désormais, comme l'ont fait les Anglais, comme l'ont fait les Danois. Mais Julien, d'accord, mais ça n'existe pas. Laissez-le parler, Gilles. Non, c'est pas que ça n'existe pas, parce que je peux vous signaler que maintenant, je vais vous montrer les SMS tout à l'heure d'un certain nombre de mes camarades et des anciens. Tout le monde dit maintenant, ça suffit, il faut qu'on clarifie. Quand ils sont plus là, Et ils les sont anciens, ils passent tous à droite. Ça, Bon, c'est vrai. mais attendez. Dernier mot, Julien.
Oui. Les anciens, ça sert. La preuve, c'est quand ils sont pas là, des fois, les jeunes, ils font pas mieux. Excusez-moi. On l'a vu, y compris à la tête de l'État. Bon, donc l'expérience, ça sert quand même dans la vie. C'est aussi une grande leçon. Je n'ai pas dit l'inverse. Je veux dire que ça ne permettait pas nécessairement d'être élu. 30 secondes. C'est aussi une grande leçon que tirent d'ailleurs beaucoup de nos concitoyens. Quand moi je parle avec eux, ils disent l'expérience c'est utile. C'était bien, on a cru un peu à la modernité, voilà, mais ça compte. Et ça aurait évité, l'expérience aurait évité peut-être quelques erreurs, y compris récentes. Le travail aussi. Je viens terminer. Il y a effectivement une refondation qui doit avoir lieu sur ces questions-là. Elle est en cours, elle ne peut pas se faire en 24 heures, je le reconnais, y compris parce que moi-même, je suis mon autocritique. On avait laissé tomber, on a dit que les jeunes se débrouillent, quoi. Bon, on comprend que non. Voilà. Donc il faut effectivement... Il n'y aura pas de refondation avec Emmanuel Macron. Allez, 18h32, l'heure du rappel des titres de l'actualité, Simon Guillain. Et là...